quelle formation j'ai suivie, est-ce qu'on peut vivre du métier de naturopathe, combien gagne un naturopathe par mois? Ce sont des questions que je reçois tout le temps. Et donc, j'ai décidé aujourd'hui de prendre le temps de répondre à chacune de ces questions. Donc, vous allez tout savoir sur mon parcours, où je me suis formée, comment, etc. J'ai reçu récemment le mail d'une jeune fille, Ilona, qui souhaite se former à la naturopathie, se reconvertir comme beaucoup de personnes aujourd'hui. Et bien évidemment, la naturopathie est un des métiers, je pense, qui est le plus visé par les personnes qui souhaitent se reconvertir. Et donc, c'est pas la première, hein. Je reçois régulièrement des mails comme ça ou des messages sur Instagram de personnes qui me demandent ben voilà, quelle formation j'ai suivie, quelle école de naturopathie faire, quel est tout mon cursus. Sauf que, bien évidemment, c'est très très long. J'ai un très très long cursus, donc à chaque fois tout expliquer, c'est compliqué. C'est pour ça que je me suis dit que j'allais profiter de son mail et de ses questions pour en faire une vidéo. Comme ça va lui servir à elle, mais ça, surtout, ça va vous servir à vous tous qui regardez cette vidéo. Donc c'est parti, on y va. Première question, Ilona me demande quelle formation avez-vous suivi et pourquoi ce choix? Alors, en formation de naturopathie, j'avais choisi à l'époque l'école ADNR, donc c'était en 2019. J'avais choisi cette école-là parce que ça m'arrangeait bien, parce qu'elle proposait vraiment tout un cursus en ligne et on pouvait choisir les modules. Et moi, comme j'étais déjà kinésithérapeute à la base, personnellement, je voyais pas d'intérêt d'avoir tous les modules sur l'anatomie, la physiologie, etc. Donc, ADNR avait bien évidemment pris en compte mon cursus de kiné de base et ils avaient accepté donc d'adapter. Donc, ils m'avaient fait commencer à partir des modules sur la naturopathie en elle-même. Et ça pouvait se dérouler en ligne. Et moi, ça m'arrangeait parce qu'à l'époque, mon mari était au Cirque du Soleil. Et donc, comme ça, je m'étais dit, c'est bien, je vais le suivre dans son petit voyage là, et comme ça, moi, j'étudierai la naturopathie. Donc, je trouvais pour moi que c'était en fait le plus pratique, mais je dois vous avouer que c'est pas forcément l'école que je recommande. À l'heure d'aujourd'hui, en fait, toutes les connaissances et l'expertise que j'ai, je les ai parce que j'ai continué derrière de beaucoup me former, à beaucoup lire. Donc, je me suis pas arrêtée uniquement à la formation d'ADNR et je trouve même que c'est une formation qui est très légère en naturopathie et c'est vraiment pas finalement l'école que je recommanderais. En tout cas, c'est pas l'école que je recommanderais pour une personne qui n'est pas du tout du monde médical. Deuxième question. Pensez-vous qu'il est pertinent de cumuler plusieurs pratiques, naturopathie, sophrologie, yoga, etc. Je pense tout simplement déjà que quand on commence à s'intéresser à la santé d'un point de vue holistique, en général, c'est rare qu'on ait qu'une seule certification. Puisque déjà, quand tu vas t'intéresser à la naturopathie, c'est vraiment l'art d'éduquer déjà la personne, mais c'est aussi l'art d'avoir cette vision holistique de l'être humain et de la santé. Et donc, qui dit holistique dit prendre l'être humain dans sa globalité, donc la sphère physique, la sphère mentale, la sphère émotionnelle, la sphère énergétique. Donc après, si tu veux être bon dans ces différentes sphères, forcément, il va te manquer des choses et tu vas vouloir approfondir et aller chercher un peu plus loin. Donc, je dirais qu'en général, la naturopathie, c'est notre socle. Et ensuite, derrière, on va continuer d'aller se former dans d'autres sphères pour approfondir sur des sujets qui nous attirent et qui nous parlent particulièrement. Troisième question, comment s'est passée votre installation? Démarche, délai, difficulté? Alors moi, je dirais que j'ai eu aucune difficulté dans le sens où à l'époque, j'étais déjà kiné, j'avais ouvert un cabinet en région parisienne et donc tout simplement ce que je faisais, c'est que j'avais mon activité de kiné et à côté, les personnes qui voulaient venir pour des consultations de naturopathie, je les recevais dans mon cabinet et je proposais aussi des consultations en ligne. Parce qu'à l'époque, j'étais déjà active sur les réseaux sociaux. Alors, j'avais un très petit compte, je crois, j'avais à l'époque là, je devais avoir 5000 ou 6000 abonnés, mais c'était déjà suffisant pour attirer certaines personnes dans mon contenant et
avoir certaines consultations en ligne. Donc, j'ai commencé comme ça, en fait, petit à petit. Et je dirais que j'ai pas éprouvé de difficulté dans le sens où j'avais déjà mon activité de kiné à côté. Et ça aussi, c'est quelque chose de très important parce que souvent, quand vous m'écrivez et que vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat, vous êtes tellement motivé que vous voulez tout de suite arrêter ce que vous êtes en train de faire. Et c'est vraiment pas quelque chose que je recommande parce qu'en fait, ça peut plus vous mettre dans un état de stress qu'autre chose. Et si vous êtes dans un état de stress, vous ne pourrez pas être dans les bonnes dispositions pour créer de belles choses, pour transmettre, pour être dans une énergie vraiment de sérénité qui est propice à la création et aussi à l'attraction, au fait d'attirer du monde dans son contenant. Donc, je dirais que c'est hyper important de ne pas vouloir brûler les étapes. Et si vous avez déjà un métier de base, gardez votre métier. Et puis, de toute façon, au fur et à mesure, vous allez diminuer cette activité-là jusqu'au jour où vous vous direz, tiens, là, ça y est, j'ai assez de clientèle et je peux arrêter mon premier métier pour me dédier uniquement à la naturopathie. Parce que l'autre chose qu'il faut savoir, c'est quand même qu'il y a une grosse concurrence maintenant en naturopathie. Comme je vous le disais, c'est un des métiers qui est le plus visé pour les personnes qui souhaitent se reconvertir. Donc, c'est à la fois génial parce que on a de plus en plus de personnes qui s'intéressent à cette vision holistique de la santé, mais ça crée aussi de la concurrence. Donc, ça, faut en être bien conscient quand on se lance. Quatrième question, combien de temps vous a-t-il fallu pour vivre correctement de votre activité ? J'ai arrêté mon activité de kiné complètement en juin 2023. En fait, à ce moment-là, je me souviens très très bien, j'avais un métier de kiné à 50% dans un EHPAD et à côté, je faisais mes activités. Donc à l'époque, je faisais déjà des accompagnements en ligne, j'avais mon petit cabinet de bien-être à Nancy et voilà. Et j'avais donc d'un côté le cabinet de bien-être, dans lequel je faisais mes consultations de naturopathie, mes massages. Je proposais aussi des consultations en ligne. J'avais des clientes grâce à mon compte Instagram. Et en même temps, j'avais mon activité de kiné à mi-temps. Et donc, à partir de juin 2023, là, mon activité a vraiment commencé à bien grandir. Et surtout, j'ai signé mon contrat avec la maison d'édition Hachette pour, vous savez, écrire mon livre. Donc du coup, là, je me suis dit, il va vraiment me falloir plus de temps, je ne pourrais pas tout faire. Et donc, en juin 2023, j'ai donné ma démission à l'EHPAD et j'ai arrêté complètement mon métier de kiné. Et depuis, je n'ai jamais repris. Puis en plus, mon activité sur les réseaux sociaux n'a cessé d'augmenter. Donc là, voilà, j'ai pu faire le grand saut. Donc, à partir du pour refaire la petite histoire, j'ai commencé ma formation de naturopathie, comme je vous l'ai dit, en 2019. J'ai eu ma certification en 2020, mai 2020. Donc à partir de juin 2020, j'ai commencé à proposer des consultations en naturopathie. En 2021, j'ai eu mon cabinet de bien-être. Donc je faisais quand même 80% de kiné et un peu mon cabinet de bien-être. Et puis après, hop, j'ai switché et je faisais uniquement cabinet de bien-être. Donc avec les consultations de naturopathie, les massages, tout ce que je proposais, mes consultations de naturopathie en ligne. Et voilà. Et on va dire que là, depuis 2024, septembre 2024, j'ai complètement arrêté le cabinet de bien-être et je fais uniquement donc la création de contenu sur les réseaux sociaux et les accompagnements de naturopathie en ligne. Donc mon activité a évolué, mais de façon très progressive. Finalement, combien de temps vous a-t-il fallu pour vivre correctement de votre activité ? Vous voyez, pour ce qui est vraiment de l'activité de naturopathie, puis c'est compliqué moi, parce que vous voyez, j'ai plusieurs types de revenus en fait. Je ne vis pas uniquement que de la naturopathie en fait. J'ai d'une part mes accompagnements en naturopathie, mais j'ai aussi toute mon activité sur les réseaux sociaux. Je collabore avec des marques et donc ça m'apporte une bonne partie de mes revenus. Donc certes, j'ai à la fois... Mais je pourrais vivre, sincèrement, je pourrais vivre et bien vivre uniquement qu'avec les accompagnements premium en naturopathie. Mais pour moi, c'est quand même top d'avoir aussi ces revenus-là. En tout cas, on va dire que si je devais donner une date, ça fait à partir de 2023. Donc en gros, il m'aura fallu 2 ans, mais c'est un petit peu restrictif de dire ça, réducteur de dire ça, étant donné que
ça faisait déjà quand même plusieurs années que je travaillais sur les réseaux sociaux, que je partageais du contenu, que je me faisais connaître, que je partageais ma vision holistique de la santé. Donc, vous voyez, il y a tout un travail en amont qui a été fait quand même, hein. Question numéro 5, quelles ont été les principales difficultés au démarrage? Bah, comme je vous dis, j'en ai pas eu. J'en ai pas eu parce qu'encore une fois, j'ai pas fait un démarrage strict. J'ai fait une transition. Et ça, encore une fois, ça change tout. Et je pense sincèrement que si vous voulez avoir une activité qui est sereine et pas vous prendre le chou, faites pareil. Faites une transition et pas je démarre tout avec rien. Alors, après, vous pouvez faire une activité en mode je démarre tout avec rien. Si vous avez par exemple un conjoint qui vous épaule ou une famille qui est soutenante et qui vous épaule, je sais pas, par exemple vous êtes toute jeune, vous avez 22 ans, vous vivez encore chez vos parents et vos parents sont là derrière vous et vous disent bah écoute, on est là, t'inquiète pas, tu partiras de la maison quand tu pourras vivre de ton activité, bah ça c'est super. Mais sinon, voilà, je vous conseillerais plutôt de faire une transition avec votre ancien métier, avec votre premier métier, pour que ça se fasse vraiment progressivement et que vous ne vous sentiez pas dans cette énergie de difficulté. Parce que ça peut plus vous dégoûter qu'autre chose. Et vraiment, ce qui est très important de comprendre, c'est que quand vous devenez naturopathe, vous devenez entrepreneur. Et l'entrepreneuriat, c'est pas pour tout le monde, mais vraiment. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut bien avoir en tête, c'est que l'entrepreneuriat, t'es livré à toi-même. T'es livré à toi-même. Tu dois avoir un peu la tête dans tout, dans la comptabilité, dans la loi, parce que tu peux pas te permettre de faire n'importe quoi, de donner des consultations n'importe comment. Il y a des choses à respecter. Il faut savoir faire sa comptabilité. Il faut être organisé. Donc clairement, l'entrepreneuriat, c'est pas pour tout le monde. Et ça, faut être au clair avec ça. C'est-à-dire que quand tu décides de devenir naturopathe, tu décides en même temps de devenir entrepreneur. Tu trouveras jamais un job salarié de naturopathe. Enfin, je dis jamais, peut-être que ça existe, hein, mais à mon avis, il y en a très très peu. Mais enfin, en tout cas, tu peux pas trouver par exemple un job de naturopathe salarié dans un hôpital. Ça n'existe pas. Ou dans une maison de santé, c'est pareil, ça n'existe pas. La naturopathie, c'est une thérapie complémentaire. Donc, voilà, ça demande d'être à son compte, d'être entrepreneur et ça, il faut l'avoir bien en tête. Ensuite, autre question, question suivante. Est-ce un métier stable financièrement selon vous? Toute activité entrepreneuriale n'est pas stable, encore une fois. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu deviens entrepreneur, ton activité dépend de toi, de ton énergie, de ce que tu crées, de tes tripes en fait. Encore une fois, moi, pour en arriver là aujourd'hui et pour réussir à vivre de cette activité, il y a eu 10 ans de travail sur les réseaux sociaux avant. C'est-à-dire que j'ai commencé à vivre de mon activité sur les réseaux sociaux et c'est très lié à mon activité de naturopathe parce que je me faisais connaître comme ça en fait. Il y a eu des années et des années de partage sur les réseaux sociaux où je récoltais rien. Voilà, juste je partageais mes conseils et il ne se passait rien dans ma vie. Je continuais ma vie de kiné, mon job de kiné et à côté je partageais. Mais toujours depuis un espace de joie, j'étais très contente de le faire et je pense que ça c'est aussi hyper important. Et en fait je vous en parle autant parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, quand on est entrepreneur, c'est indispensable d'avoir les réseaux sociaux pour se faire connaître et se démarquer en fait. Donc en fait, dire que c'est un métier stable financièrement, ça l'est à partir du moment où toi, tu as réussi à mettre en place tout un système qui fait que c'est stable. Je peux pas te dire ouais, c'est stable. Non, en fait, si tu es là, tu ouvres un cabinet et tu fais rien pour te faire connaître, non, ça sera pas stable et tu gagneras pas ta vie en fait. Il faut vraiment avoir en tête que être naturopathe aujourd'hui, c'est aussi être entrepreneur et que être entrepreneur, c'est faire face justement à l'instabilité et donc ça demande de se remettre en question en permanence, de chercher comment se démarquer, de se mettre en lumière avec notamment les réseaux sociaux, etc. Donc c'est global en fait. En tout cas, je pense que si on veut en vivre et qu'on veut en vivre bien, confortablement, ça va te demander de passer par tout ça. Question suivante, y a-t-il des périodes creuses dans l'année? Moi, je dirais que j'ai pas de période creuse, j'ai cette chance-là. Alors si, je crois, j'avais remarqué, il y a un mois dans l'année, je crois c'est le mois de novembre,
Le mois de novembre, en général, ou le mois de décembre, j'ai un petit peu moins de demandes en accompagnement, mais et encore, et encore. Donc non, moi je dirais que j'ai pas de période creuse dans l'année. Question suivante, à quoi ressemble une journée type pour vous? Je rigole parce qu'en général, quand je raconte mes journées à mes copines qui sont pas du tout dans ce métier-là, ça leur paraît lunaire. Mais en gros, une journée type pour moi, bah, je me lève entre 7h et 8h, je fais mon yoga, ma méditation. Ensuite, je m'occupe d'Arthur, on prend le déjeuner, le petit déjeuner, tous ensemble à 8h. Ensuite, à 9h, mon mari amène Arthur chez la nounou et moi, ma journée de travail commence à 9h. Donc, je commence par traiter mes mails. Ensuite, je fais mes consultations si j'en ai ou alors je crée du contenu. Et je m'arrête en général autour de midi. Là, je vais faire une marche en nature. Ensuite, je prends mon déjeuner. Ensuite, je fais une séance de yoga nidra ou une sieste, mais c'est plus souvent du yoga nidra. Et ensuite, je me remets au travail. Alors, ça peut être du tournage, comme là, par exemple, vous voyez, on est en plein après-midi et je vous tourne cette vidéo. Et juste avant, j'ai tourné un réel. Donc, souvent, l'après-midi, je fais mes tournages de vidéos. Et je peux avoir aussi d'autres consultations. Je peux avoir aussi des calls, des visios avec des marques avec qui je collabore. Et j'ai toujours, bien évidemment, des mails. Je travaille aussi beaucoup sur les programmes que je crée. Donc, en fait, mes journées ne se ressemblent jamais vraiment. Et j'ai toujours des choses à faire. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le samedi et le dimanche et les jours fériés, eh bien, pour moi, ce ne sont pas des jours de repos. C'est-à-dire que quand Arthur est à la sieste, j'en profite. Pareil, soit je vais regarder mes mails, soit je vais créer du contenu, soit je vais travailler sur un programme que je suis en train d'imaginer. Donc, j'ai toujours quelque chose à faire et je suis jamais vraiment en off complet, sauf pendant les vacances d'Arthur, où là, je suis obligée de me mettre en off complet. Ou non, parce que pareil, pendant les siestes, même quand lui il est là et que c'est les vacances de la nounou, pareil, pendant les siestes je travaille un peu, mais en général pendant les grandes vacances, j'aime bien me prendre une semaine où là vraiment je coupe tout. C'est-à-dire là, je ne fais aucun mail, aucune création de contenu, pas de consultation, rien, rien, rien. Mais sinon, voilà, je travaille tout le temps. Ce qui explique le fait que je n'ai pas de période creuse. Voilà, mais en gros, donc je n'ai pas une journée qui se ressemble. Voilà, et en général, le soir, après, je vais au sport ou alors je récupère Arthur et on va se balader. Enfin, voilà un petit peu à quoi ressemblent mes journées. Question suivante, combien de clients recevez-vous en moyenne par semaine? Moi, ce n'est pas un système de clients au cabinet parce que je ne propose pas de consultation unique. En fait, moi, j'ai un système et d'ailleurs, c'est ce que je vous recommande de faire, mais pour arriver à ce système-là, je dirais quand même qu'il faut quand même avoir une bonne expertise parce que vous ne pouvez pas vendre un accompagnement premium ou un accompagnement sur plusieurs mois si vous n'avez pas déjà eu des clients en séance unique et que vous n'avez pas fait une certaine expérience et que vous ne pouvez pas en fait attester d'une certaine expertise. En tout cas, c'est mon avis. C'est mon avis et c'est mon retour d'expérience. Mais moi, avant de proposer mes accompagnements premium, je faisais des consultations en cabinet et j'avais... c'est compliqué à dire parce qu'en plus, tous les clients que je recevais au cabinet, ils ne venaient pas forcément pour de la naturopathie. Ils pouvaient venir pour un soin énergétique ou pour un massage drainant ou pour un massage bien-être. Donc, c'est compliqué à dire. Ouais, donc là, je ne saurais pas. Je pense quand même que par mois, en naturopathie, je ne sais pas, je dirais que j'avais peut-être entre 10 et... ah oui, si je compte cabinet plus consultation en ligne à l'unité, avant, peut-être que j'avais, je ne sais pas, peut-être 10 à 20 clients par mois. Ouais, je dirais que c'était ça à peu près. Donc j'ai fait ça pendant plusieurs années. Puis après, hop, j'ai commencé les accompagnements premium. Et accompagnement premium, donc c'était des accompagnements sur 4 mois. Et à l'époque, je prenais 10 nouvelles personnes par mois. Donc comme l'accompagnement durait 4 mois, ça me faisait 40 consultations à placer par mois. Mais j'arrivais bien. Franchement, j'arrivais bien à les caser.
C'était intense, mais j'arrivais bien à les caser. Et maintenant, bien évidemment, j'en prends moins et les tarifs de mes accompagnements ont augmenté parce que je ne peux plus me permettre de d'avoir 40 consultations par mois. C'est plus possible avec tout le travail que j'ai. Mais j'arrive quand même encore à très bien en vivre et j'ai de la demande. Voilà, j'ai des demandes tous les mois. Question suivante. Quelle part de votre temps est consacrée à l'administratif et à la communication? À la communication, comme je vous disais, j'en fais tous les jours en fait, hein. C'est les réseaux sociaux, donc c'est la création de contenu. Et ça, moi je pense qu'il faut en faire tous les jours. Déjà, tous les jours, il faut faire des stories. Et ensuite, si vous faites ne serait-ce que 4 publications réelles, carrousel, enfin 4 contenus par semaine, ça vous prend vite 1 heure à 1 heure et demie par jour. Je dirais même peut-être 2 heures par jour au début quand on débute, qu'il faut apprendre à faire, à manier tout ça en fait, à maîtriser tout ça. Donc voilà, pour la communication et l'administratif. Alors l'administratif, non, ça me prend 2 heures par trimestre. En gros, quand je dois faire ma déclaration à l'URSSAF et aux impôts pour la TVA, voilà, ça me prend, on va dire, 2 heures chaque trimestre pour faire un petit peu tout mon bilan, tout déclarer, voilà. Question suivante, avez-vous diversifié vos sources de revenus? Oui, c'est exactement ce que j'expliquais, c'est-à-dire que moi, à l'heure d'aujourd'hui, justement, j'ai pas une activité classique de naturopathe qui reçoit en cabinet ou qui fait que de la consultation en ligne. Moi, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai différentes sources de revenus. J'ai d'une part les collaborations commerciales avec les marques, de par mon activité sur les réseaux sociaux. J'ai la vente de programmes en ligne. Donc, quand vous allez sur mon site mélanie-fray.com, vous avez plusieurs programmes et e-books qui sont en vente. Et ensuite, il y a donc les accompagnements premium en naturopathie. Question d'après, pensez-vous que proposer plusieurs disciplines soit un avantage concurrentiel? Bien évidemment. En fait, c'est parce que tu seras formé dans différentes approches que tu pourras encore plus appuyer ton expertise. Pour moi, c'est hyper logique en fait. Pensez-vous que proposer plusieurs... Ah non, ça c'est la question d'avant. Quel conseil me donneriez-vous pour réussir mon installation? Je pense que les conseils, je les ai déjà donnés un petit peu tout au long des différentes réponses que j'ai données. C'est ne pas vouloir brûler les étapes et vouloir se dire allez, j'arrête tout et je me lance direct. Si tu as déjà un premier métier de base, continue ton métier de base. À côté, tu essayes de développer et puis une fois que tu vois que tu arrives à un palier, tu diminues ta première activité et petit à petit, tu vas la diminuer jusqu'à ce que tu ne fasses que naturopathe. Mais ça, pour moi, je trouve que c'est important. Et puis surtout, de bien avoir en tête que quand tu deviens naturopathe, tu deviens entrepreneur. Donc, qui dit entrepreneur en 2026 dit réseaux sociaux, création de contenu, se démarquer, etc. Quelles erreurs dois-je absolument éviter? Les erreurs, je dirais, c'est de vouloir faire une formation trop légère. En fait, la majorité des femmes qui m'écrivent justement sur Instagram et qui me demandent quelle formation choisir, déjà ça aussi c'est un point qui est important, c'est arrêter de demander aux autres quelle formation ils ont fait. En fait, c'est à vous de choisir la formation qui vous convient. Allez regarder sur Internet les différentes écoles, regardez qui sont les professeurs, quel est le cursus des professeurs, est-ce qu'ils sont reconnus, est-ce qu'ils ont écrit des livres, où est-ce qu'ils se sont formés, comment ils se sont formés. Regardez le programme de formation et comparez-le avec d'autres programmes, d'autres écoles. En fait, c'est vraiment comme ça qu'on choisit son école. Après, il y a des écoles qui sortent du lot et qui sont bien reconnues aujourd'hui, comme Senato et Supnat, ou El Pratiqueur. Mais voilà, en fait, vous devez faire votre choix comme ça, pas en regardant où est allé se former Pierre-Paul Jacques. Par exemple, si vous vous dites, tiens, Mélanie, elle est reconnue en naturopathie, elle a réussi dans ce domaine, je vais faire la même formation qu'elle, elle s'est formée chez ADNR Formation, je vais me former là-bas, peanut. Enfin, comme je vous disais, moi, je vous recommande pas du tout de vous former là-bas. Donc, en fait, il faut vraiment faire les choix par rapport à soi, par rapport à ce qui nous paraît important pour nous, par rapport à ce qui nous parle à nous et par rapport à nos besoins. C'est-à-dire que moi, à la base, j'étais kiné, mais vous, si vous n'êtes pas du tout professionnel de la santé à la base, vous avez peut-être besoin d'acquérir d'autres connaissances.
Donc voilà, et vraiment ne faites pas cette erreur aussi de vous dire je vais prendre l'école la moins chère, je vais prendre l'école qui est en ligne parce que c'est plus pratique et puis comme ça me fait économiser. Non, alors là franchement si vous y allez comme ça, c'est pas que c'est l'échec assuré, mais en fait, il faut vous dire encore une fois que quand vous voulez être entrepreneur, vous misez sur vous. Et quand on mise sur soi-même, faut pas compter. Je rigole parce que mon mari est à côté et je sais qu'il n'est pas d'accord avec ça, mais faut pas compter l'argent que vous dépensez. Moi, c'est-à-dire que pour en arriver là où je suis aujourd'hui, j'ai jamais compté l'argent que j'investissais dans mes formations. Franchement, tous les ans, j'étais comme ça. Comme ça, j'étais comme ça. Allez, hop, un petit peu dans la formation d'hypnose, un petit peu dans la formation de cohérence cardiaque, un petit peu, tiens, hop, on va rajouter une formation de yoga. Je me souviens une année, mon comptable, parce qu'à l'époque, j'étais kiné, et mon comptable m'avait dit, bah là, cette année, Madame Frey, vous êtes en déficit de moins 10 000 euros. J'étais en déficit de moins 10 000 euros, mais parce qu'en fait, tout mon argent, je le dépensais dans les formations. Et je me souviens que là, récemment, il y a une abonnée qui m'a dit, justement, qui me posait la question quelle école de naturopathie faire. Elle me disait qu'elle en avait trouvé une à 6 000 euros et qu'elle trouvait ça cher. Et je lui disais, mais non, en fait, franchement, une formation de naturopathie, c'est au moins 2 ans, 3 000 l'année, 6 000, non, ça me paraît logique en fait. Et je lui disais que moi, si je faisais le calcul, là, en 10 ans, je pense avoir investi au moins 80 000 euros en formation, mais vraiment. Vraiment, parce qu'en fait, si vous faites le calcul, j'investissais parfois dans 3 formations en même temps à l'année qui étaient dans les 2 500, 3 000 euros. Donc, on arrive vite à 9 000 euros sur l'année. Tu comptes les déplacements, l'hébergement, etc. Parfois, parce qu'il fallait l'hébergement en plus, etc. Donc, tu arrives grossièrement à 10 000 euros. Sur 10 ans, ça fait 100 000. Pour moi, il n'y a pas de secret, il faut investir sur soi en fait. Et si vous commencez à vous dire « je vais économiser des petits centimes, des petits euros, tatata », non. En fait, dites-vous que ça ne peut pas aller et qu'en fait, l'énergie que vous allez mettre en dépensant cette formation-là, c'est aussi un petit peu ce que vous investissez en vous et c'est le reflet de comment vous croyez en vous et en cette prochaine activité. Donc moi, c'est pour ça que j'ai jamais regardé ce que j'investissais. Et pourtant, j'ai investi ma formation en hypnose. En plus, j'ai fait la formation de base. Après, j'ai refait des modules. Donc, j'ai bien investi 5 000 euros dedans. Aujourd'hui, je ne pratique pas l'hypnose ericksonienne. On pourrait se dire que c'est de l'argent dépensé en l'air. Et pourtant, non. Ça m'a aidé à devenir, ça fait de moi la thérapeute que je suis aujourd'hui. Donc, il ne faut vraiment pas, en fait, se dire que je vais regarder, je vais économiser, tatati, tatata. Non, ça, cherchez vraiment la formation qui vous parle. Et après, l'argent, vous le trouverez. Si c'est vraiment cette formation-là que vous voulez, que vous êtes convaincu que c'est cette formation-là qui va faire de vous la naturopathe que vous avez envie d'être, l'argent, vous le trouverez. Vous pourrez faire un prêt, emprunter de l'argent à vos parents. Enfin bref, on trouve toujours des solutions. Mais en tout cas, il faut miser sur soi et il ne faut pas faire des choix. Faut pas prendre le second, troisième choix parce que c'était trop cher. En fait, c'est ça que je veux vous dire, quoi. C'est hyper important. Donc voilà, donc les erreurs, je dirais, c'est ça. C'est pas chercher à économiser, à pinailler, à vouloir aller au plus pratique. Vraiment, n'ayez pas peur d'aller au plus compliqué, au plus dur, parce que c'est souvent là où se cachent derrière les meilleurs apprentissages, les meilleures transformations. Quelles qualités sont indispensables pour réussir dans ce métier? Alors ça, c'est une bonne question et je pense que les écoles de naturopathie devraient commencer par là parce que aujourd'hui, comme je vous le disais, il y a énormément de gens qui se forment à la naturopathie et c'est des personnes en fait qui ne sont pas du tout faites pour être thérapeutes. Comme je vous le disais tout à l'heure, on n'est pas forcément fait pour être entrepreneur et il faut dire aussi ce qui est vrai, on n'est pas forcément fait pour être thérapeute. Et aujourd'hui, le métier de naturopathe, c'est un métier de thérapeute. Il y a des gens qui viennent, qui sont en souffrance, qui vont se confier à vous, qui attendent de vous des solutions, qui attendent de vous un accompagnement, une certaine posture. Et malheureusement, tout le monde n'est pas fait pour avoir cette posture-là. Moi, des fois, je reçois des consultantes en accompagnement qui me disent qu'ils sont allés voir des naturopathes qui leur ont dit des trucs, mais je suis waouh. Je me dis, mais attends, mais c'est pas possible, elle t'a dit ça, elle t'a conseillé de faire ça, mais attends, mais t'es allé la voir plusieurs mois et
Des fois, franchement, c'est lunaire. Donc oui, encore une fois, quelle qualité? Donc, première qualité, être conscient qu'on devient thérapeute. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'intéresser à la naturopathie, parce que ça nous intéresse, parce qu'on a envie de l'intégrer dans son quotidien. C'est pas la même chose que devenir thérapeute, que devenir naturopathe, de recevoir des gens et de les accompagner. Donc, soyez bien au clair avec ça. Soyez bien au clair que quand vous décidez de devenir naturopathe, vous décidez avant tout de devenir thérapeute et que c'est une certaine posture à avoir, à endosser. Donc, déjà, avoir conscience de ça, je dirais que c'est hyper important. C'est hyper important parce que voilà, ça vous permet de faire les bons choix et de vraiment vous dire, ok, est-ce que je suis en mesure, est-ce que c'est vraiment ça que je souhaite faire et est-ce que je suis faite pour être thérapeute? La deuxième chose, c'est que qui dit devenir thérapeute dit faire un certain travail sur soi. Le naturopathe, il incarne ses conseils. En fait, moi, je vois aujourd'hui, il y a trop de dissonance. Et je suis désolée, mais moi, quand je vois une naturopathe qui est en surpoids, qui a des problèmes de peau, je me dis, il y a un gros problème en fait. Comment tu peux te dire naturopathe si tu n'appliques pas toi-même tes conseils, si tu ne respires pas la pleine santé, si tu ne respires pas le bien-être, si tu parais fatigué, si tu parais stressé, il y a un gros problème en fait. Donc, pareil, deuxième qualité indispensable, c'est je m'applique les conseils que je donne. Je fais en sorte de m'investir dans ce travail-là corps et âme, c'est-à-dire que je ne fais pas le métier de naturopathe, j'incarne le naturopathe, j'incarne la naturopathie. Et moi, c'est ce que j'essaye le plus possible de transmettre. Et je trouve que ça, c'est vraiment une qualité qui est essentielle dans notre métier. C'est-à-dire que si vous voulez aider les gens, les accompagner et les inspirer, vous devez incarner votre message. Donc, vous devez être naturopathe. Vous ne devez pas juste faire la profession de naturopathe, vous devez être naturopathe. Donc ça veut dire déjà soi-même se remettre en question, revoir son hygiène de vie et faire en sorte d'incarner la naturopathie. Ça pour moi c'est essentiel. Et ensuite, il y a toutes les qualités d'un thérapeute, à savoir l'altruisme, le fait d'avoir une posture, la posture du thérapeute. Donc on n'est pas là comme en fait, ce que je veux dire, c'est que quand on est naturopathe ou qu'on est thérapeute, on ne doit pas se positionner au-dessus de notre consultant ou au-dessus de notre client. Vous ne devez pas être là en mode moi je sais tout et c'est moi qui vais te dire que t'as ci, t'as ça, donc tu dois prendre ceci, tu dois prendre cela et c'est moi qui te dis, voilà, non. Ok, un thérapeute, il a une posture neutre qui favorise un accueil bienveillant et dans lequel il va toujours chercher à comprendre la personne et l'aider en fonction de sa propre manière de penser, avec ses doutes, avec ses croyances, avec ses propres limites. Donc voilà, donc ça c'est essentiel, ne vraiment pas prendre cette posture supérieure que certains se permettent d'avoir. Ça c'est vraiment, non, voilà. Donc toujours être dans une posture de thérapeute bienveillant, accueillant, qui ne juge pas et dont la principale motivation, c'est d'accompagner et d'aider au mieux. Y a-t-il des aspects du métier auxquels on ne pense pas assez? Comme je vous le disais, mais ça je vous l'ai déjà dit dans la vidéo, l'aspect auquel on ne pense pas assez, c'est le fait que quand on devient naturopathe, on devient entrepreneur. Et ça vraiment, je vous en ai parlé tout au long de la vidéo. Et dernière question, recommanderiez-vous ce métier dans le cadre d'une reconversion? Oui, si on est capable d'endosser cette posture de thérapeute et si on ne fait pas ça parce que c'est pour se servir soi-même. Alors après, je dis pas, on le fait toujours parce que ça va nous permettre de nous servir nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on n'en vient jamais à la naturopathie ou aux thérapies alternatives par hasard. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut bien faire la différence entre je suis intéressée par la naturopathie parce que je sens que ça peut me faire du bien et je sais qu'au fond de moi, j'ai l'âme du thérapeute et je suis faite pour accompagner les personnes à aller mieux, à prendre soin de leur santé. Pour moi, c'est deux choses qui sont vraiment différentes et c'est hyper important de l'avoir bien en tête pour derrière ne pas faire de bêtises et ne pas accompagner n'importe comment.
Donc ça, c'est hyper important. C'est encore une fois être capable de se remettre en question et de bien faire la distinction entre est-ce que j'ai vraiment les qualités et les capacités pour accompagner des individus, pour conseiller à être en meilleure santé, pour conseiller dans le bien-être, ou est-ce que en fait c'est juste parce que ça m'intéresse pour moi, pour mon bien-être, parce que je suis en recherche de choses pour aller mieux, pour me sentir mieux. Voilà, ça c'est hyper important en fait, parce qu'il y a énormément de personnes qui arrivent dans ces formations-là qui sont complètement perdues, qui sont pas bien dans leur vie et qui se disent tiens, je vais faire naturopathe. Mais en fait, c'est des personnes qui sont paumées, qui sont pas bien et qui font pas ce travail-là. Et malheureusement, après, ce sont ces personnes-là que vous allez voir en cabinet et ça fait plus de dégâts qu'autre chose, quoi. Donc voilà, ça demande une certaine humilité et de savoir se remettre en question. Et ça, pour moi, c'est aussi essentiel pour pouvoir bien accompagner les personnes. C'est une grande responsabilité d'être thérapeute, d'être naturopathe. On ne joue pas avec la santé des gens. Donc c'est une grande responsabilité et ça aussi, il faut l'avoir bien en tête. Voilà, j'ai terminé. Merci Ilona parce que je pense que tu as balayé vraiment toutes les questions que l'on peut se poser et donc au moins là, ça fait une vidéo bien complète sur le sujet. J'espère sincèrement que ça vous aidera et si vous avez d'autres questions, posez-les moi en commentaire et j'y répondrai. À bientôt!